Salut les enfants perdus et bienvenue sur Archeo Toys, la chaîne qui dépoussière les mémoires. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a fait polémique il y a quelques semaines, mais il ne s'agit pas pour autant d'une quelconque vidéo-réponse aux différentes prises de position que j'ai pu lire à droite et à gauche. Car oui, on va parler de Blanche-Neige et les 7 nains. L'annonce d'un remake du classique de Disney en prise de vue réelle avait été accueillie dans un désintérêt quasi total, jusqu'à ce que l'acteur Peter Dinklage, célèbre pour son rôle de Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, ne prenne position en demandant publiquement que les 7 nains du film fassent l'objet d'une réflexion sur la représentativité des personnes de petite taille. Il n'en fallait pas moins pour que certains ne se mettent à paniquer, et parfois ne s'enferment dans des positions tout aussi bancales que celles qu'ils croyaient dénoncer. Alors, de quoi parle-t-on au juste ? D'où vient notre fascination pour ce film qui va fêter son 80e anniversaire? Et pourquoi Peter Dinklage, rendu célèbre par des rôles mettant en scène son nanisme, refuse-t-il que Blanche-Neige ait le droit, elle aussi, à ses 7 nains? C'est ce qu'on va essayer de savoir dans cette vidéo qui risque d'en étrangler plus d'un. Blanche-Neige et les 7 nains est un long métrage d'animation réalisé par Walt Disney sorti en 1937. Contrairement à ce qu'on lit souvent, il ne s'agit ni du premier long métrage d'animation, ni du premier long métrage d'animation parlant, ni même encore du premier long métrage d'animation en couleur. Mais c'est bel et bien le premier long métrage d'animation parlant et en couleur, initié par le studio Disney, jusque-là limité au court, avec la Silly Symphony ou encore Mickey. Et en dépit des nombreux soucis de production et de l'explosion du budget, Blanche-Neige et les 7 nains va devenir le premier film pour enfants diffusé mondialement, et accompagné de nombreux produits dérivés. Évidemment, cette histoire de princessin brun naïve, traquée par sa vilaine belle-mère et réfugiée chez les 7 nains n'est pas une invention des équipes de Walt Disney. Il s'agit d'un conte allemand rendu célèbre par les frères Grimm en 1812. On notera qu'il est absent des contes de Perrault, publié 150 ans plus tôt. Mais l'étude et la comparaison des mythes permet de retrouver des motifs et des tournures parfois très anciennes. C'est le cas avec l'explication du nom de Blanche-Neige. Des cheveux noirs comme l'ébène, des lèvres rouges comme le sang et la peau blanche comme la neige. Cette description, on la trouve dans de nombreux poèmes médiévaux, comme dans les Contes du Graal de Chrétien III ou d'autres évoquant la maman de Charlemagne, Berthe au Grand-Pied. De leurs propres aveux, les frères Grimm ont mêlé plusieurs versions du conte, parfois très courtes, et dans la première édition de leur livre, la méchante reine n'est pas la belle-mère de Blanche-Neige, mais sa mère biologique. Ils corrigeront par la suite pour mieux coller à la légende. Car oui, en Allemagne, nombreux sont les historiens qui ont tenté de faire coller le conte de Blanche-Neige à leur histoire locale. Certains ont décidé de chercher dans la province du Hesse, en se reposant sur la proximité des frères Grimm avec une grande conteuse locale, Marie Hassenpflug. Pour eux, la légende originale s'inspirerait du destin de Marguerite de Waldeck, fille du comte du même nom. Sur de nombreuses gravures, elle porte les attributs de Blanche-Neige. Connue pour sa grande beauté, elle aurait souffert d'une belle-mère très sévère et à ses 16 ans, le comte Philippe IV de Waldeck, son père, l'envoya à la cour impériale de Bruxelles afin qu'elle soit mariée avec un prince. Sur la route, Marguerite aurait traversé le massif des 7 monts où son frère possédait des mines, ce qui pourrait coller avec le nombre de nos nains. Mais une fois à Bruxelles, la belle fut rapidement au centre d'une querelle entre plusieurs prétendants, fascinés par sa beauté, dont l'héritier au trône. Suscitant les jalousies et les critiques, la santé de Marguerite finit par se dégrader et finalement, elle mourut en 1554 à l'âge de 21 ans. L'écriture tremblotante de son testament peut laisser croire à un empoisonnement à l'arsenic, typique du XVIe siècle. Arsenic présent entre autres naturellement dans les pépins de pommes. La rumeur accusa le roi d'Espagne, mais l'affaire ne fut jamais résolue. Forcément, Kassel n'est pas la seule ville à avoir sa légende de Blanche-Neige. À Lorarmen, c'est une certaine Maria Sofia Margherita Katharina d'Hertal, née en 1725, qu'on considère comme étant la vraie Blanche-Neige. Son père, Philippe Christophe d'Hertal, fut grand bailli de l'électorat de Mayence et se trouvait souvent en déplacement du fait de son poste d'ambassadeur. Marguerite aurait perdu sa mère vers l'âge de 10 ans et son père se remaria avec la veuve d'un comte impérial du Liechtenstein. D'après la chronique, cette femme se comportait de façon despotique et utilisait sa position pour privilégier ses propres enfants issus de son premier mariage. L'indice principal en faveur de Lorarmen est la présence d'un miroir parlant au château, un luxueux miroir d'1,60 m. On le disait parlant car il est décoré d'une maxime, ici, sur l'amour-propre. Alors miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la plus belle ? Vous l'avez compris, Blanche-Neige est loin d'être un monolithe. Il existerait même des versions écossaises, des versions bretonnes, où la pomme est remplacée par une paire de jarretières, et même une version corse. Mais il y a des éléments plus ou moins redondants, comme la méchante reine, le cadeau empoisonné, ou les 7 nains.
J'ai cité tout à l'heure le mont des 7 collines, qui est probablement à l'origine du nombre de nos nains. Mais alors, d'où vient cette polémique avec Peter Dinklage? Qu'est-ce que cet acteur atteint de nanisme reproche aux 7 nains du conte et à ceux de Disney? Eh bien de ne pas faire l'objet du même traitement que Blanche-Neige, incarnée ici par une actrice colombienne, en faisant le choix, je cite, de ne pas voir le problème principal de l'histoire. Et il n'aura pas fallu 2 jours pour que Disney communique sur le remplacement des nains de la version originale par des êtres magiques. Alors regardons-y de plus près. Contrairement aux nains du Seigneur des Anneaux ou même du monde de Narnia, les 7 nains de Blanche-Neige n'ont pas grand-chose au commun avec les nains nordiques, figures mythologiques bien connues des amateurs de saga. Ils sont inspirés par un folklore bien moins sympathique. En prenant en compte la période historique et les lieux cités par les différentes versions de Blanche-Neige, je ne peux pas m'empêcher de penser que nos 7 nains sont probablement des cagots. Totalement oublié aujourd'hui, ce groupe de population a vécu dans une ségrégation quasi totale pendant tout le Moyen-Âge, et ce jusqu'à la période moderne. On les disait descendants des Visigoths ou de lépreux, et on les retrouvait aussi bien en Bretagne que dans les Pyrénées. Leur petite taille et leur visage au trait grossier, confondus avec les symptômes de la lèpre, les ont condamnés à la mise au banc de la société, un cagot ne pouvant épouser qu'une cagotte. Marqués par de nombreuses superstitions, certains des emplois les plus dégradants leur étaient réservés, comme fossoyeurs, mais c'est visiblement la menuiserie qui était leur principale occupation. Ce mot inclut aussi bien la fabrication de cercueils, le fêtage de mines ou la charpente de Notre-Dame de Paris. Une expertise qui va s'exporter chez nos voisins, notamment en Allemagne, dès la fin du Moyen-Âge. On les retrouvera donc dans les mines d'argent outre-Rhin, où leur petite taille est donc exploitée à l'installation de boiseries, des mines dans lesquelles s'engouffraient par la suite des enfants, avec une espérance de vie de quelques mois. Et on sait que le frère de Marguerite en exploitait dans le monde des 7 collines. Vous voyez où je veux en venir, loin du guerrier barbu sorti de Minas Tirith, les 7 nains sont surtout des ouvriers de la mine atteints de nanisme, condamnés à vivre à l'écart de tous et à se marier entre eux. Là on comprend mieux Grincheux. Il faudra attendre Louis XIV pour que les dernières communautés cagottes, installées dans le Béarn, ne soient réintégrées officiellement au reste de la population. Avec à la clé le plaisir de payer la gabelle, dont ils étaient exemptés jusque-là. Mais la société ne s'est pas ouverte pour autant. Les derniers cagots se sont éteints dans la dernière moitié du XXe siècle, et le petit village de Saint-Savin, près de Lourdes, garde les traces des dernières maisons cagottes. Avec leur mobilier à l'échelle de leurs occupants, l'église dispose même d'une porte réservée aux cagots, elle aussi plus petite, et marquant encore une fois leur ségrégation dans la pierre. Plusieurs scientifiques se sont penchés sur l'origine de ce groupement, et il s'avère que leurs différents handicaps sont plus probablement liés à une très forte consanguinité, mais peu d'éléments concrets permettent de déterminer s'ils sont ou non issus, comme le dit la légende, d'une armée wisigoth en perdition ou de pèlerins infectés par la lèpre au retour des croisades. Et c'est très probablement à cette imagerie-là que Peter Dinklage veut faire référence. Ce sont des nains victimes de leurs conditions, exclus de la société, et tout juste bons à commander un cercueil en attendant que le prince se ramène. Walt Disney avait en partie réglé le problème en donnant des noms à chacun des 7 nains et en les individualisant, ce qui n'était pas le cas chez les frères Grimm. Mais là aussi, ces caricatures sont probablement lourdes à porter pour les personnes de petite taille, lassées de s'entendre téter de grincheux ou de dormeurs à longueur de journée. Et à bien y regarder, notre simplet correspond totalement à l'imagerie des cagots. Cette essentialisation des caractères, elle leur empêche toute évolution narrative. Rien n'a changé pour eux dans cette histoire. Simplet ne parle toujours pas, Grincheux est toujours mécontent, Dormeur est narcoleptique et Hatchoum à la morvonnée. Une fois Blanche-Neige partie se marier avec le prince, ils reprennent leur vie d'avant, seuls, dans leur mine. Un autre élément intéressant, c'est la coupe de leur barbe. Ouais, je suis allé jusque-là dans l'analyse. Chez Disney, 6 des nains ont une barbe de type Old Dutch, dépourvue de moustache, mis à part Simplet qui n'a pas un poil sur le caillou. Eh bien, il est probable que les équipes de Walt Disney se soient inspirées des barbes Amish, une secte protestante vivant elle aussi recluse, partie d'Allemagne et des Pays-Bas vers l'Amérique au XVIIIe siècle pour échapper à la conscription. Leur barbe sans moustache tiendrait son origine de leur refus d'être enrôlés dans l'armée, où justement les bacchantes étaient obligatoires. Symbole du pacifisme, cette barbe sans moustache va peu à peu devenir synonyme de sagesse outre-Atlantique et sera très à la mode dans la seconde moitié du XIXe siècle, son plus éminent représentant étant nul autre qu'Abraham Lincoln. Le vieux Walt, connu pour son amour de la période, a voulu leur donner un symbole de sagesse dans un contexte qui s'est peu à peu perdu avec ce grand classique. Écrite au siècle dernier, la version Disney est surtout représentative de sa propre époque, espacée elle-même d'1 siècle de l'écriture du conte des frères Grimm, elle-même inspirée
inspiré par des faits réels qui se sont passés presque un demi-millénaire plus tôt. Et ce n'est pas le seul arrangement du papa de Mickey avec le conte originel. La fin ne se limitait pas à un baiser libérateur suivi du mariage et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ce sont les racines sur la route menant le cercueil de verre de Blanche-Neige à sa dernière demeure qui délogent le morceau de pomme de son gosier. Mais mon détail préféré, que j'aurais vraiment voulu voir à l'écran, c'est la dernière scène, qui voit la méchante reine se pointer au mariage de Blanche-Neige et du prince, se rendre compte que Blanche-Neige est définitivement la plus belle, et elle est condamnée à porter des chaussures de cristal et à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ah oui, mais ça, Disney l'a censuré. Est-ce que c'est parce qu'il était woke ? Et la polémique n'est visiblement pas terminée, puisque ce sont maintenant d'autres acteurs de petite taille qui attaquent la décision de Disney, arguant que ce type de rôle important est rare. Cela pose évidemment la question de l'exploitation du handicap, mais nous reviendrons probablement un jour sur l'histoire de ce que l'on appelait les freaks et de leur importance dans la culture pop. À mon sens, Peter Dinklage porte des revendications qui me semblent justifiées. Ce remake est l'occasion de tenter des approches différentes. Ça aurait pu passer par une version très réaliste, avec des nains mis au banc de la société, un côté germinal, tout comme on pourrait avoir des nains avec des oreilles pointues, comme on l'avait sur de vieilles gravures du 19e siècle. Ce qui est certain, c'est que ces sujets valent mieux que les gros titres volontairement tapageurs de mauvais journaux. Soyons réalistes, qui se souviendra de cette polémique et de ce remake dans 10 ans ? Blanche-Neige et les 7 nains de 1937 restera cette référence iconique, tout comme le conte des frères Grimm n'a pas été effacé par la nouveauté. Il est là, toujours dispo, il suffit de mettre le nez dedans. Et n'est-ce pas juste la preuve que certains profitent de chacune de ces vagues de peur morale en jouant sur notre méconnaissance de ces sujets qui est presque aussi grande que l'amour viscéral que nous leur portons. Je pourrais continuer encore pendant des heures, mais j'espère vous avoir déjà donné les clés de compréhension qui vous donneront la possibilité de vous faire votre propre avis. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, elle a besoin de vous pour vivre. Partagez-la au maximum. Après une petite pause hivernale, je reviens avec toujours plus de contenu, notamment des reviews sur la chaîne secondaire Toy Game et évidemment Archéopark qui ne manquera pas de vous faire vibrer. On se retrouve très vite et en attendant, n'oubliez pas que vous avez été des enfants.